Lui, dans un rare discours, il réclame aux Nations Unies un mécanisme multilatéral pour la paix au Proche-Orient. Un Japonais obtient le droit de garde de 13 de ses enfants. Ils sont nés de mères porteuses en Thaïlande. On revient sur le scandale dit de l'usine des bébés dans quelques minutes. 16 militantes de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, disent avoir été victimes de harcèlement, d'agressions sexuelles et même de viols au sein du syndicat. Le régime de Bachar al-Assad, déterminé à reprendre la Ghouta orientale, cette enclave rebelle aux portes de Damas, est assiégée depuis 5 ans et a encore aujourd'hui été pilonnée par les forces du régime. Selon l'OSDH, près de 200 civils ont été tués dans les bombardements depuis dimanche. Au-delà des raids aériens, cette région assiste désormais à l'arrivée de contingents militaires impressionnants. L'arrivée de ces forces spéciales syriennes, baptisées les Forces du Tigre, inquiète le militant de l'opposition Akram al-Ahmad. La situation est vraiment catastrophique. Nous avons appris que les forces du Tigre ont été déployées dans la Ghouta. Ces forces ont déjà combattu à Hama et dans la province d'Idlib. Ces forces ont recours à la stratégie de la terre brûlée. Elles s'appuient sur l'aviation qui mène de violents bombardements. Au sol, les puissants tirs d'artillerie ouvrent la voie aux troupes d'infanterie. Ces forces ont une puissance de feu extraordinaire, indescriptible. Nous l'avons déjà vu à Idlib. Douma, l'une des villes de la Ghouta orientale, subit actuellement des raids aériens, des tirs d'artillerie et des tirs de missiles. Et tout cela au même moment. Akram al-Ahmad, militant de l'opposition syrienne, contacté par Sami Boukhelifa. Et plus au nord, en Syrie, les forces pro-gouvernementales sont entrées dans la région d'Afrin pour soutenir les combattants kurdes face à l'opération turque. La Turquie, qui selon des médias officiels syriens, bombarde ses forces pro-Damas. C'est dans ce contexte que Jean-Yves Le Drian a estimé que le pire était à venir en Syrie. Le chef de la diplomatie française se rendra dans les prochains jours à Moscou et à Téhéran pour évoquer ce dossier. Plus de 2 mois après la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, Mahmoud Abbas s'exprime en ce moment devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il vient de réclamer un mécanisme multilatéral pour la paix au Proche-Orient. Le président palestinien demande aussi aux pays qui ne l'ont pas encore fait de reconnaître l'État de Palestine. Le Qatar apporte une fois de plus son aide à la bande de Gaza. L'Émirat a annoncé avoir débloqué 9 millions de dollars pour soutenir le secteur hospitalier de ce territoire palestinien. Il y a 10 jours, ce sont les Émirats arabes unis qui avaient débloqué une aide de 2 millions de dollars. Le secteur fait face à une crise sans précédent. 19 établissements de santé dans l'enclave ont fermé partiellement ou entièrement ces dernières semaines, faute de moyens pour fonctionner. Et les Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé craignent un possible effondrement du secteur sanitaire gazaoui. Reportage dans la bande de Gaza de Guylaine Deltaï et Hassan Jaber. Ammar al-Masri parcourt les couloirs désormais presque déserts de l'hôpital de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza. Auparavant, il accueillait 700 patients par jour, mais ce lundi après-midi, seules 6 personnes y reçoivent des soins. L'hôpital est presque totalement fermé, faute d'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité sur le réseau, nous dépendons de l'énergie solaire. Mais ce n'est pas assez pour faire fonctionner la radiologie ou les blocs opératoires. Selon cet employé administratif, cela fait près de 2 semaines que l'hôpital n'a plus de réserve de fioul pour faire fonctionner ses générateurs. Les patients ont donc été aiguillés vers d'autres établissements où leurs opérations ont été reportées. L'hôpital Shifa, le principal établissement hospitalier de la bande de Gaza, lui est en surcharge. Tous les lits sont pris. Lui a encore de l'électricité, mais comme dans les autres hôpitaux du territoire, le personnel en charge du nettoyage est en grève depuis 10 jours. Nous sommes en grève car nous n'avons pas été payés depuis 5 mois. Depuis la réconciliation, nos salaires n'ont pas été versés. Ce conflit social sur fond de rivalité entre le Hamas qui contrôle Gaza et le Fatah au pouvoir à Ramallah rajoute à une situation critique, souligne le docteur Ayman al-Sabahni, directeur du service des urgences. Cela nous empêche de pratiquer les interventions chirurgicales prévues à Shifa. Nous avons repoussé 350 opérations. Et le docteur al-Sabahni pointe aussi la pénurie de médicaments. Près de la moitié de ceux nécessaires ne sont pas disponibles, dit-il. Guylaine Deltaï, Hassan Jaber, Gaza, RFI. Près de 450 migrants secourus hier par les gardes-côtes libyens dans 2 opérations distinctes. Ils dérivaient au large des côtes ouest. La plupart d'entre eux étaient à bord de 2 bateaux pneumatiques dont les moteurs étaient tombés en panne. Parmi eux se trouvaient notamment des citoyens tchadiens, nigérians, maliens, libyens et ivoiriens.
Un riche japonais a remporté le droit de garde pour non pas un, mais 13 de ses enfants. Tous sont nés de mères porteuses en Thaïlande. Le jugement de ce tribunal de Bangkok signe le dernier rebondissement du scandale dit de l'usine ABB. Retour sur cette affaire qui avait mis en lumière les zones grises du marché de la procréation médicalement assistée avec Arnaud Dubus. La découverte en 2014 dans un appartement de Bangkok de 6 mères porteuses s'occupant de 13 enfants en bas âge, tous nés du même père, un richissime japonais, avait choqué l'opinion publique en Thaïlande. Dès le début du scandale, le père, âgé de 28 ans, s'était enfui du pays. L'État thaïlandais avait alors pris en charge les enfants, mais les mères porteuses avaient intenté un procès pour les récupérer. C'est sur ce point que la justice a tranché. Le tribunal a attribué le droit de garde exclusif au père japonais, lequel n'est pourtant jamais revenu en Thaïlande pour expliquer sa conduite. Ce jugement est quelque peu surprenant car le droit thaïlandais accorde en général beaucoup plus de poids aux droits de la mère par rapport à ceux du père. Les juges ont justifié leur décision en disant qu'elle avait été prise dans l'intérêt des enfants car le père avait les moyens de s'en occuper. Cette affaire avait abouti à l'adoption d'une nouvelle loi exigeant qu'il existe un lien de parenté entre la personne souhaitant avoir un enfant et la mère porteuse. Dans la foulée de ce scandale, d'autres cas avaient fait surface, notamment celui d'un couple australien qui avait engagé une mère porteuse, puis avait abandonné le bébé à celle-ci parce qu'il était trisomique. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI. Pour ou contre la GroKo, en Allemagne, les adhérents du Parti social-démocrate commencent à voter pour valider ou non l'accord conclu par les dirigeants du SPD et le bloc CDU-CSU de la chancelière Angela Merkel. Ils ont jusqu'au 2 mars pour se prononcer. L'issue de cette consultation est incertaine en raison des profondes divergences qui suscitent l'accord de coalition au sein du parti. Le scandale Oxfam pourrait encore s'étendre. L'ONG britannique enquête sur 26 nouveaux cas de comportements sexuels inadaptés. La majorité de ces dérives auraient eu lieu dans le cadre de programmes internationaux d'Oxfam. Le scandale a commencé après des révélations sur un ancien responsable de l'organisation en Haïti qui aurait eu recours à des prostituées dans des locaux financés par l'ONG. Oxfam a présenté ses excuses au peuple haïtien. Des accusations de harcèlement sexuel au sein de l'UNEF, cette fois en France. 16 militantes du syndicat étudiant se disent victimes de harcèlement et pour certaines d'agressions et de viols. Elles témoignent aujourd'hui dans les pages de Libération. En novembre, déjà 83 membres de l'UNEF avaient signé une tribune pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Laurence Théo. Les témoignages des 16 militantes sont édifiants. Entre harcèlement, agression sexuelle et soupçons de viol, toute la gamme des pressions et des violences morales et physiques se serait déployée sans grande réaction de la part de la direction. Le quotidien Libération publie notamment le témoignage d'une militante qui accuse un membre de la direction du syndicat de l'avoir violée en septembre 2014, puis une deuxième fois en juin 2016. Elle a porté plainte en janvier. Une autre jeune fille, ancienne petite amie de ce responsable, affirme également avoir été violée en juillet 2014. Elle aussi s'apprête à saisir la justice. Le journal Libération épingle plus précisément Jean-Baptiste Prévost. Sa présidence de l'UNEF entre 2007 et 2011 aurait été marquée par une multitude de dérives. L'UNEF est alors décrit comme un terrain de chasse pour dirigeants prédateurs. L'actuelle présidente du syndicat étudiant, Lila Lebas, a estimé qu'il était important que l'omerta se lève. Elle apporte tout son soutien aux étudiantes qui ont subi ces violences. Laurence Théo. Toujours en France, le procès en appel de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment. L'accusation requiert la confirmation de la peine de 3 ans de prison ferme et de 5 ans d'inéligibilité infligée en 2016 à l'ancien ministre du Budget. Et puis la France a engrangé une 5e médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Aujourd'hui, un bilan record. C'est l'équipe de relais mixte de biathlon qui l'a rapporté. Relais composé de Martin Fourcade, Marie Dorin, Anaïs Bescon et Simon Détieux. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. Il est 17h10 à Paris, 1h de moins en temps universel.